Énorme erreur. Elle a giflé en public la femme juive du milliardaire. Minute. Après, elle suppliait. La gifle résonna dans la salle de gala comme le tonnerre un jour d'orage. Sale vache. Comment oses-tu porter cela ici? Victoria Whitmore a pointé avec dégoût le délicat collier de l'étoile de David que portait Sarah Goldstein, avant de lui asséner une gifle qui a fait s'arrêter toute l'élite de Manhattan. Sarah, âgée de 29 ans, est restée immobile pendant quelques secondes, sa main touchant instinctivement sa joue brûlante. Le silence dans le Metropolitan Museum est assourdissant. 300 hommes d'affaires, politiciens et mondains parmi les plus influents ont assisté à l'agression lors de l'événement caritatif le plus exclusif de l'année. Des gens comme vous ne devraient pas être ici, poursuit Victoria, dont la voix stridente fend l'air. C'est un événement pour les vrais Américains, pas pour les gens de ton espèce. Ses yeux bleus glacés parcourent le corps de Sarah de haut en bas avec un mépris absolu. Le gala d'hiver annuel du Metropolitan Museum était l'événement le plus attendu de la haute société new-yorkaise. Les billets coûtent 50 000 $ chacun, et la liste des invités est soumise à un comité plus rigoureux que les admissions à l'université. Victoria Whitmore, épouse du magnate de l'immobilier James Whitmore, se considère comme l'hôtesse officieuse de la soirée, circulant parmi les tables comme une reine inspectant ses sujets. Le décor de la grande salle de bal est impeccable. Les lustres en cristal de baccarat se reflètent sur des compositions florales qui coûtent plus cher que des voitures de luxe. Chaque table de 10 personnes représente une fortune en termes de réseautage, et des affaires valant des milliards sont conclues entre le premier et le deuxième service. Pour Victoria, il s'agissait de son royaume personnel, où elle décidait qui méritait d'être là. Ce que Victoria Whitmore ne réalisait pas, c'est qu'elle avait choisi la mauvaise personne à humilier. Sarah Goldstein a grandi à Brooklyn, fille de survivants de l'Holocauste qui lui ont appris que le silence face à l'injustice était une complicité. Ses grands-parents ont tout perdu en Europe, mais ont reconstruit leur vie avec une force qu'elle porte dans son ADN. Intéressante perspective, répond Sarah calmement, la voix basse mais suffisamment ferme pour que les curieux l'entendent. Mes grands-parents aussi pensaient avoir leur place quelque part, jusqu'à ce qu'ils soient expulsés par les nazis. Victoria rit cruellement, faisant un geste vers les tables voisines où d'autres mondains observaient la scène avec une fascination morbide. Toujours cette petite histoire dramatique. Vous l'utilisez pour tout, n'est-ce pas? Pour obtenir de la pitié, de l'argent, des privilèges. Elle fait un geste théâtral vers la foule. Regardez-moi ça. La pauvre victime qui essaie de nous culpabiliser. La foule qui l'entoure est clairement divisée. Certains chuchotent, d'autres sortent discrètement leur téléphone portable. La sénatrice Patricia Mills filme ouvertement, anticipant la valeur politique du moment. Le milliardaire de la technologie Marcus Chen fronçait les sourcils, visiblement agacé par la scène, tandis que sa femme tentait discrètement de l'éloigner. Parmi les observateurs, Sarah remarque des visages familiers, sénateurs, PDG de multinationales, célébrités hollywoodiennes. Le député Mitchell filme discrètement avec son téléphone portable, anticipant clairement la valeur virale du moment. La mondaine Amanda Rochester chuchotait furieusement à l'oreille de son ami, alimentant probablement les ragots qui domineraient les journaux demain. Vous savez quel est le problème avec les gens comme vous, poursuit Victoria, sa voix gagnant en volume et en venin. Ils pensent qu'ils peuvent venir ici, avec leur grief historique, et s'attendre à ce que le monde leur doive quelque chose. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous, ce monde n'est pas le vôtre. Sarah observe les visages autour d'elle, certains embarrassés, d'autres curieux, quelques-uns indignés. Elle reconnaît plusieurs personnalités publiques qui enregistrent discrètement avec leur téléphone portable. C'est parfait. Plus il y a de témoins, mieux c'est. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Madame Whitmore, dit Sarah en sortant calmement son téléphone de son sac à main. Avant que vous ne poursuiviez vos commentaires éclairants, j'aimerais me présenter comme il se doit. Ses doigts glissent sur l'écran avec la précision de quelqu'un qui a planifié ce moment bien avant qu'il ne se produise. Victoria souffla d'impatience, son visage rougi contrastant avec le collier de diamants de 200 000 $. Je me fiche de savoir qui tu penses être, chérie. Sécurité. Elle fit un signe impérieux aux agents de sécurité en uniforme. Faites sortir cette personne inappropriée immédiatement. Le chef de la sécurité, Roberto Martinez, s'approche avec hésitation. Vétéran militaire et père de famille, quelque chose chez cette jeune femme lui semblait familier. Ce n'était pas de la peur dans ses yeux, mais une autorité tranquille qui le faisait hésiter. Il avait appris à reconnaître le vrai pouvoir au cours de ces années passées à protéger des personnes importantes. Tu sais, Victoria, dit Sarah, sa voix prenant un ton presque maternel,
ma grand-mère avait l'habitude de dire que le vrai caractère d'une personne se révèle dans les moments où elle pense que personne d'important ne la regarde. Elle marque une pause spectaculaire, observant les caméras des téléphones portables qui se multiplient autour d'elle. Malheureusement pour vous, tout le monde regarde en ce moment. Victoria sentit un frisson inexplicable lui parcourir l'échine. Le calme absolu de Sarah la dérangeait profondément. C'était comme si cette femme savait quelque chose qu'elle ignorait, comme si cette confrontation n'était qu'une pièce d'un jeu bien plus grand. Alors que les murmures s'amplifient et que les flashs des téléphones portables se multiplient, Sarah garde ce sourire énigmatique de celle qui garde un secret trop puissant pour le révéler avant le bon moment. Ses mains ne tremblent pas, sa respiration reste contrôlée, des signes que Victoria, aveuglée par sa propre arrogance, ne peut interpréter. Au fond de la salle, un homme à l'allure distinguée observe la scène avec un intérêt croissant. Son assistant lui chuchote quelque chose d'urgent à l'oreille, mais il lui fait signe d'attendre. Quelque chose était sur le point de se produire, et il ne voulait manquer aucun détail. Si vous appréciez cette histoire sur la façon dont une décision impulsive peut détruire une vie entière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé au cours des minutes suivantes dans ce salon a transformé une soirée de charité en un cauchemar public qui a fait couler beaucoup d'encre à New York. Victoria Whitmore sentit une poussée de puissance parcourir ses veines lorsqu'elle vit que Sarah ne s'était pas retirée immédiatement après la gifle. « Ah, tu as du cran », dit-elle, sa voix prenant un ton encore plus venimeux. « Laisse-moi t'expliquer comment les choses se passent dans le monde réel, chérie. » Sarah restait immobile, mais ses yeux sombres brillaient d'une intensité qui mettait certains observateurs mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans ce calme qui ne correspondait pas à une victime ordinaire. C'était la sérénité de quelqu'un qui avait traversé des tempêtes bien pires. « Vous faites toujours cela, » poursuit Victoria, en faisant un geste théâtral en direction de l'auditoire qui s'agrandit. Vous inventez des persécutions là où elles n'existent pas, vous utilisez l'histoire à votre avantage. Ici, au Metropolitan Museum, nous honorons la vraie culture américaine, pas les fantasmes de victimes. Le député Mitchell chuchote à sa femme, elle est en train de s'enterrer. Mais Victoria est trop aveuglée par sa propre arrogance pour remarquer les regards désapprobateurs qui se multiplient autour d'elle. Sarah finit par prendre la parole, d'une voix basse mais pleine d'autorité, ce qui incita plusieurs personnes à se pencher pour mieux l'entendre. Ma grand-mère a survécu à Auschwitz, Madame Whitmore. Elle m'a appris que le vrai danger ne vient pas des cris hystériques, mais du silence complice de ceux qui regardent sans rien faire. Auschwitz, comme c'est pratique. Victoria rit cruellement. Toujours la même histoire dramatique. Vous avez dû l'apprendre dans un cours de manipulation émotionnelle. Elle se tourne vers le public. Regardez comment elle utilise la souffrance des autres pour jouer les victimes. Roberto Martinez, le chef de la sécurité, fronce encore plus les sourcils. Il y avait quelque chose de familier chez cette jeune femme, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. Son instinct de vétéran lui soufflait qu'il manquait quelque chose d'important dans l'équation. Sarah sourit légèrement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu sais, Victoria, tu as raison sur un point. J'ai vraiment mémorisé quelques histoires. » Elle marque une pause, observant la foule de téléphones portables en train d'enregistrer. La différence, c'est que mes histoires sont vraies. « Oh, s'il vous plaît !» ricane Victoria. « La prochaine chose que tu vas me dire, c'est que tu as un lien de parenté avec un survivant célèbre ou que tu as des relations importantes. C'est toujours la même comédie à deux balles. » Depuis le fond de la salle, l'homme à l'allure distinguée continuait d'observer la scène avec un intérêt croissant. Son assistant tenta à nouveau d'attirer son attention, mais il lui fit signe d'attendre. Quelque chose est sur le point de se produire. Sarah sortit son téléphone de son sac à main avec des gestes délibérés et calmes. « En fait, Victoria, puisque vous avez parlé de relations importantes. » Ses doigts glissèrent sur l'écran avec la précision de quelqu'un qui savait déjà exactement ce qu'elle cherchait. « Peut-être serait-il intéressant pour vous de savoir qui je suis vraiment. » Victoria roule des yeux de façon théâtrale. « Oh mon Dieu, voilà le drame. Laissez-moi deviner, vous êtes la fille d'un politicien ou mariée à un homme d'affaires moyen qui se croit important dans cette ville. » Le sourire de Sarah s'élargit légèrement. « Pas exactement. » Elle trouve ce qu'elle cherche sur son téléphone et lève les yeux vers Victoria. « Mais puisque vous insistez pour parler de relations importantes, peut-être devriez-vous savoir que mon mari est en train de finaliser l'acquisition de Whitmore Property. » Victoria cligna rapidement des yeux, comme si elle avait reçu une gifle. « Qu'avez-vous dit ?»« Vous avez bien entendu. » Sarah garde son sourire serein. C'est drôle comme de petits détails peuvent complètement changer une situation, n'est-ce pas? Pour la première fois de la soirée, la confiance de Victoria commença à vaciller. « Vous bluffez. Il n'y a pas de rachat de Whitmore Property. Mon mari me dirait. »
Est-ce que votre mari vous dit vraiment tout? Demanda Sarah avec une curiosité sincère. C'est intéressant. Parce que d'après ce que j'ai compris, James était très discret sur les problèmes financiers de la société. Surtout après le scandale de la construction à Brooklyn. Victoria pâlit. Le scandale de Brooklyn était une information hautement confidentielle, que seules des personnes très bien informées pouvaient connaître. Comment avez-vous, qui êtes-vous? Sarah regarde à nouveau son téléphone, comme pour vérifier un message. Ah, parfait. Il vient de le confirmer. La signature des papiers définitifs est prévue pour lundi matin. Elle lève les yeux vers Victoria. Évidemment, après les événements de ce soir, j'imagine qu'il y aura quelques reconsidérations des termes de l'accord. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau, tandis qu'autour d'elle l'élite de Manhattan commençait à chuchoter avec un intérêt renouvelé. La sénatrice Mills chuchote à son mari. Si elle dit la vérité, Victoria vient de se mettre dans un pétrin bien plus grand qu'elle ne le pense. Mais ce qui terrifie vraiment Victoria, c'est de réaliser que Sarah ne montre aucun signe de nervosité ou de bluff. Elle était absolument sûre d'elle, comme si elle avait su exactement ce qu'elle faisait dès le premier instant. Du fond de la salle, l'homme mystérieux sourit enfin et commence à se diriger vers le groupe. Ses pas étaient décidés, comme si quelqu'un s'était enfin décidé à intervenir dans une situation qu'il avait observée avec une patience croissante. Ce qu'aucun de ses privilégiés ne pouvait comprendre, c'est que chaque mot cruel, chaque geste méprisant, était soigneusement documenté et archivé par quelqu'un qui avait appris dès son plus jeune âge que la véritable force ne vient pas des cris ou des menaces, mais de la préparation silencieuse et de l'exécution sans faille d'une justice qu'ils n'ont jamais pu prévoir. Victoria tente de reprendre contenance, lissant nerveusement sa robe qui lui semble désormais trop inconfortable. « Vous bluffez », murmure-t-elle, mais sa voix a perdu toute son autorité. « Mon mari ne vendrait jamais la société sans me consulter. » Sarah pencha légèrement la tête, comme si elle considérait cette affirmation avec une réelle curiosité. « Vous savez, Victoria, il est intéressant que vous parliez de consultation. Parce que d'après ce que mon mari m'a dit, James voulait absolument conclure l'affaire avant que les créanciers ne découvrent ces irrégularités dans les contrats de Brooklyn. » Le visage de Victoria devient livide. Cette information était ultra confidentielle, connue seulement de James et de quelques cadres de l'entreprise. « Comment peux-tu savoir ça? »« Oh, ma chère, » sourit Sarah avec une gentillesse qui n'atteint pas ses yeux. « Tu crois vraiment que ce soir, c'est le fruit du hasard? Que j'ai décidé d'assister au même événement que toi par hasard? » La foule environnante continue d'enregistrer, mais il y a maintenant une énergie différente dans l'air. Les gens commencent à comprendre qu'ils assistent à quelque chose de bien plus important qu'une simple discussion entre mondains. La sénatrice Mills chuchote à son mari. Elle a tout planifié. Regardez comme elle est calme, comme si elle savait exactement ce qui allait se passer. Sarah poursuit, sa voix conservant ce ton presque maternel qui rend chaque mot encore plus dévastateur. Tu vois, Victoria, quand tu choisis d'attaquer quelqu'un en te basant uniquement sur des préjugés et des apparences, il est toujours intelligent de découvrir d'abord qui est vraiment cette personne. « Qui êtes-vous » demanda Victoria, sa voix n'étant plus qu'un murmure désespéré. Avant que Sarah ne puisse répondre, l'homme qui observait le groupe depuis le fond de la salle arriva enfin à sa hauteur. Grand, à l'allure distinguée, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un costume plus cher que bien des voitures, il se déplaçait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui a l'habitude de diriger des salles de conseil d'administration de multinationales. « Désolé d'avoir été si long, ma chérie, » dit-il calmement en posant une main protectrice sur l'épaule de Sarah. La connexion avec Tokyo a pris plus de temps que prévu. Ses yeux bleus se fixèrent sur Victoria avec une froideur qui fit reculer plusieurs personnes autour de lui. Victoria regarda l'homme, puis Sarah, puis à nouveau l'homme. La reconnaissance frappa son visage comme un éclair. David Goldstein. C'est mon mari, Victoria, dit Sarah avec sérénité. David Goldstein, PDG de Goldstein International Holdings. Vous reconnaissez peut-être le nom de la société qui vient d'acquérir une participation majoritaire dans Whitmore Property. Le silence qui suit est absolu. David Goldstein n'était pas seulement un milliardaire. Il était connu pour avoir transformé des entreprises en difficulté en empire et pour n'avoir jamais fait affaire avec des personnes qui ne respectaient pas ses valeurs fondamentales. Marcus Chen, le milliardaire de la technologie, a chuchoté à sa femme. « Goldstein ?» Elle est mariée à David Goldstein. Victoria vient d'attaquer l'une des femmes les plus puissantes de New York. David regarde le groupe de badauds, ses yeux enregistrent chaque visage, chaque enregistrement de téléphone portable. « J'imagine que vous avez tous été témoins de ce qui s'est passé ici ce soir, » dit-il calmement. L'agression physique, les commentaires antisémites,
l'absence totale de décorum. Victoria ouvrit la bouche pour parler, mais David continua, sa voix prenant un ton d'autorité professionnelle qui commandait une attention absolue. Sarah m'a dit que vous aviez remis en question notre droit d'être ici, Victoria. C'est intéressant, étant donné que ma famille a fait don de 50 millions de dollars à ce musée l'année dernière. Les enregistrements se poursuivent et Sarah se rend compte que sa stratégie fonctionne parfaitement. Chaque seconde de l'humiliation publique de Victoria était documentée. Chaque mot cruel qu'elle avait prononcé était désormais mis en contexte pour un public composé de sénateurs, de PDG et de personnalités influentes. David, s'il te plaît, tente Victoria dans un dernier appel. Il y a eu un malentendu. Je ne savais pas. Si j'avais su qui était Sarah. Si tu avais su qui était ma femme, aurais-tu été poli? Demande David en haussant un sourcil. Tu admets donc que tu traites les gens différemment en fonction du pouvoir ou du statut que tu imagines qu'ils ont. Sarah regarde Victoria s'effondrer lentement, chaque défense étant systématiquement détruite. Mais ce que Victoria ne comprenait toujours pas, c'est que ce n'était que le début. L'agression physique avait été enregistrée sur des dizaines de téléphones portables, les commentaires antisémites étaient documentés, et David Goldstein avait à la fois la puissance financière et l'influence politique pour s'assurer que les conséquences soient permanentes. Roberto Martinez, le chef de la sécurité, s'est finalement approché avec 2 collègues. Monsieur Goldstein, la police est en route. Voulez-vous que nous escortions Madame Whitmore hors de l'événement? En fait, Roberto, dit David calmement, je préférerais qu'elle reste. Je veux que tout le monde voie exactement le genre de personne qu'il considérait comme respectable jusqu'à ce soir. Victoria semblait en état de choc, réalisant enfin l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Non seulement elle avait agressé physiquement la femme d'un des hommes les plus puissants du pays, mais elle l'avait fait en public, devant des dizaines de témoins influents. Sarah regarde son mari avec une gratitude sincère, mais aussi avec une confiance qui révèle que c'était le plan depuis le début. Ils avaient transformé les préjugés de Victoria en un piège dans lequel elle avait volontairement marché. Ce qu'aucun des privilégiés présents dans cette pièce ne pouvait comprendre, c'est que chaque mot cruel, chaque geste de mépris avait été soigneusement provoqué et documenté par quelqu'un qui a appris dès son plus jeune âge que la véritable justice ne vient pas en criant ou en menaçant, mais en ayant la patience de laisser ses ennemis se détruire par leur propre choix, sous les yeux du monde entier. Victoria tente de se ressaisir, mais ses mains tremblent violemment tandis qu'elle essaie d'assimiler l'information. « David, je t'en prie, je ne savais pas, il y a eu un terrible malentendu, » balbutie-t-elle, sa voix ayant perdu toute son arrogance. « Un malentendu ?» répète David, la voix glacée. « Vous avez agressé physiquement ma femme et fait des remarques antisémites en public. Quelle partie exactement de tout cela était un malentendu ?» Sarah regarde Victoria s'effondrer avec un calme qui révèle son véritable contrôle de la situation. « Tu sais, Victoria, il y a quelque chose que tu ne comprends toujours pas à propos de ce soir. »« Quoi ?» chuchote Victoria, ses yeux désespérés passant de Sarah à David. « Je ne suis pas venue ici par hasard, » dit Sarah doucement. « Je suis venue spécialement pour te trouver. » Le sang se retira complètement du visage de Victoria. « C'est impossible. Comment aurais-tu pu savoir que je serais ici ?» David sourit froidement. « Ma femme a fait des recherches très approfondies sur vous au cours des 3 derniers mois, Victoria. Chaque événement auquel vous assistez, chaque commentaire préjudiciable que vous avez fait en public, chaque personne que vous avez humiliée. Vous avez un schéma bien établi. » Sarah sort à nouveau son téléphone et montre l'écran à Victoria. Ce sont des captures d'écran de vos commentaires sur les médias sociaux. Les plus intéressants sont ceux de 2019, lorsque vous avez suggéré que certaines personnes devraient être retirées d'événements culturels importants. Victoria regarde l'écran et pâlit encore plus. Ses propres posts, les commentaires qu'elle avait faits en pensant qu'elle était en sécurité dans les groupes fermés de mondains, étaient maintenant compilés dans des preuves accablantes. Et celui-ci, poursuit Sarah en passant à une autre capture d'écran, où vous qualifiez les familles immigrées de « parasites qui aspirent les ressources américaines ». Très éloquent, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas utiliser ça contre moi, chuchote Victoria. C'est une atteinte à la vie privée. Vie privée. David rit. Tu as posté ça sur les réseaux sociaux, Victoria. Et vu que tu viens d'agresser ma femme en public, je dirais que ta vie privée ne nous concerne plus. Roberto Martinez, le chef de la sécurité, s'approche à nouveau. Monsieur Goldstein, les officiers de la police de New York sont arrivés. Ils aimeraient vous parler de l'incident. Victoria a regardé désespérément autour de la pièce, à la recherche d'une issue, d'un visage amical, d'un signe de soutien. Au lieu de cela, elle découvre des dizaines de téléphones portables en train d'enregistrer,
des visages de connaissances qui se détournent en signes de désapprobation et des chuchotements qui se répandent rapidement dans la foule. Victoria lance un appel désespéré aux politiciens qui se trouvent à proximité. « Sénateur Mills, vous me connaissez depuis des années. Vous me connaissez depuis des années, vous savez que je ne suis pas. » Le sénateur Mills recule d'un pas. « En fait, Victoria, je pense que ce soir a révélé exactement qui vous êtes. » Sarah regarde David avec un hochement de tête presque imperceptible. L'heure de la révélation finale a sonné. « Il y a une dernière chose que tu dois savoir, Victoria, » dit David, sa voix prenant le ton d'un homme d'affaires qui a construit un empire. L'acquisition de Whitmore Property, elle a été annulée il y a exactement 15 minutes. Victoria est stupéfaite. « Annulée ? Mais tu as dit… » « J'ai dit que c'était en cours de finalisation, » corrige Sarah. « Je n'ai pas dit qu'elle serait finalisée en votre faveur. Vous voyez, après avoir été personnellement témoin du caractère de la famille Whitmore ce soir, mon mari a décidé qu'il ne voulait pas faire des affaires avec des gens qui partagent ses valeurs. Cela signifie, poursuit David implacablement, que James devra trouver d'autres investisseurs pour couvrir les prêts qu'il a contractés en prévision de cette vente. Des prêts qui arrivent à échéance lundi. Victoria chancelle et doit s'appuyer sur une chaise voisine. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est du chantage. C'est du chantage si nous demandons quelque chose en retour, répond Sarah calmement. Nous avons simplement décidé de ne pas faire affaire avec des antisémites. C'est ce qu'on appelle le marché libre. À ce moment-là, 2 officiers de la police de New York s'approchent du groupe. Madame Whitmore, nous devons vous parler d'une agression signalée. Victoria regarde les officiers, puis la foule qui enregistre, puis Sarah et David. La pleine réalisation de ce qui s'était passé, qu'elle était tombée directement dans un piège soigneusement construit, l'a finalement frappée. « Vous avez tout planifié, » murmure-t-elle, la voix brisée. « Vous m'avez piégé. »« Non, » dit Sarah avec une sérénité dévastatrice. « Nous vous avons simplement donné l'occasion de montrer qui vous êtes vraiment. Vous avez choisi l'agression physique et les commentaires pleins de préjugés de votre propre chef. » David passe un bras protecteur autour de Sarah. « La différence entre nous et toi, Victoria, c'est que lorsque nous sommes confrontés à une injustice, nous réagissons avec des preuves et des conséquences juridiques. Vous réagissez par la violence et la haine. » Alors que les officiers s'approchent pour l'escorter, Victoria fait une dernière tentative désespérée. « S'il vous plaît, pensez à ma famille, à mes enfants. Ils ne méritent pas de souffrir à cause de cela. » Sarah s'est arrêtée et a semblé réfléchir un instant à ses paroles. Puis elle prit la parole, la voix chargée d'une sagesse issue de générations ayant survécu à la persécution. « Ma grand-mère avait aussi des enfants lorsqu'elle a été forcée de fuir l'Europe. La différence, c'est qu'elle fuyait des gens comme vous. » Le silence qui suit est absolu. Même les chuchotements ont cessé lorsque la profondeur de cette comparaison a frappé toutes les personnes présentes. Alors que Victoria est emmenée par les officiers, ses supplications résonnant dans la salle, David se tourne vers la foule de spectateurs qui enregistrent encore chaque instant. « Ce soir, dit-il, la voix empreinte de l'autorité de celui qui a bâti un empire fondé sur des principes, vous avez tous été témoins de ce qui se passe lorsque les préjugés ont des conséquences. J'espère que vous vous souviendrez de cette leçon. Ce qu'aucun des privilégiés présents dans cette salle ne pouvait comprendre, c'est que chaque mot cruel, chaque geste de mépris avait été soigneusement provoqué et documenté par quelqu'un qui a appris dès son plus jeune âge que la véritable justice ne vient pas en criant ou en menaçant, mais en ayant la patience de laisser ses ennemis se détruire par leur propre choix, pendant que le monde entier observe, enregistre et juge. » 6 mois plus tard, la vidéo de la confrontation au Metropolitan Museum était devenue virale, avec plus de 50 millions de vues. Le mot-clé #Victoria Whitmore raciste figurait parmi les sujets les plus durables de l'histoire de Twitter, et chaque tentative de Victoria de se défendre publiquement ne faisait qu'intensifier la vague de répudiation. La déchéance de Victoria a été aussi spectaculaire que rapide. James Whitmore a demandé le divorce 3 semaines après l'incident, invoquant des différences irréconciliables, un euphémisme élégant pour dire que « ma femme a détruit la réputation de notre famille en une nuit ». Whitmore Property a déposé son bilan 2 mois plus tard, incapable d'obtenir de nouveaux investisseurs ou contrats à la suite du scandale. Sarah a regardé les nouvelles depuis le confort de son bureau à la Fondation Goldstein pour l'éducation et la tolérance, créée grâce à un don initial de 100 millions de dollars peu après cette nuit fatidique. Ce qui avait commencé comme une justice personnelle s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Un mouvement national contre la discrimination dans les espaces culturels et éducatifs. « Chérie, CNN est en ligne », annonce David en entrant dans le bureau avec ce sourire fier qu'elle a appris à aimer encore plus. Ils veulent faire une interview sur le programme d'échange culturel que nous avons lancé à Brooklyn. Sarah sourit,
se rappelant que sa grand-mère disait toujours que les grandes injustices donnaient lieu à de grandes opportunités de changement. Le programme de Brooklyn a déjà bénéficié à plus d'1 millier de familles immigrées, en leur offrant un accès gratuit à l'éducation culturelle et artistique. Pendant ce temps, Victoria vit recluse dans un petit appartement du Queens, se débrouillant avec un emploi à temps partiel dans un centre d'appel. Ses anciens amis de la haute société l'évitaient comme la peste, et ses tentatives de réhabilitation publique étaient systématiquement sabotées par de nouvelles fuites de messages préjudiciables que Sarah avait stratégiquement gardés pour les moments opportuns. L'isolement social de Victoria est devenu légendaire dans les cercles de l'élite new-yorkaise. D'anciens amis traversaient la rue pour l'éviter, des clubs exclusifs annulaient son adhésion à vie, et même ses propres enfants adultes limitaient radicalement les contacts, trop gênés pour être vus en public avec elle. Le sénateur Mills, qui avait assisté à toute la confrontation, est devenu l'un des principaux défenseurs de la loi Sarah Goldstein sur la protection contre la discrimination dans les lieux culturels, qui a été adoptée à l'unanimité par le Congrès 8 mois plus tard. Cette nuit au Métropolitan, a-t-elle déclaré lors des débats, nous a montré que les préjugés ne sont pas seulement une question d'ignorance individuelle, mais aussi une question de politique publique. Roberto Martinez, l'ancien chef de la sécurité qui avait hésité à intervenir cette nuit-là, a cherché Sarah des mois plus tard pour la remercier. « Votre courage m'a appris que la neutralité face à l'injustice, c'est une complicité », a-t-il déclaré. Je dirige aujourd'hui un programme de formation à la lutte contre la discrimination destiné aux professionnels de la sécurité dans tout New York. Le Metropolitan Museum, d'abord embarrassé par la publicité négative, a pleinement adhéré au changement. Il a créé le programme d'inclusion culturelle Sarah Goldstein, qui propose des événements mensuels gratuits aux communautés historiquement exclues des espaces culturels d'élite. L'ironie du sort n'est pas passée inaperçue. La salle où Victoria avait agressé Sarah accueillait désormais chaque semaine des familles immigrées pour des événements éducatifs gratuits. L'impact de la fondation Goldstein s'est rapidement étendu au-delà de New York. Des antennes sont ouvertes à Los Angeles, Chicago et Miami, chacune proposant des programmes adaptés aux besoins spécifiques des communautés locales. Sarah a transformé son humiliation en un réseau national d'autonomisation qui sert plus de 10 000 familles par an. David a rencontré Sarah sur le balcon de sa maison des Hamptons un dimanche après-midi, en regardant le soleil se coucher sur l'océan. Il lui demande s'il a des regrets, sachant que Victoria a une fois de plus essayé de l'approcher par des intermédiaires pour lui demander pardon. « Aucun », répond Sarah sans hésiter. « Ma grand-mère m'a appris que lorsqu'on laisse passer une injustice sans conséquence, on en autorise 1000 autres. Victoria n'a pas été punie pour m'avoir agressée, elle a été punie pour avoir perpétué un système qui opprime les gens tous les jours. » La transformation la plus surprenante est venue de sources inattendues. Marcus Chen, le milliardaire de la technologie qui avait assisté à la confrontation, a lancé une plateforme de signalement anonyme des discriminations lors d'événements d'entreprise. En voyant le courage de Sarah ce soir-là, j'ai compris que mon silence précédent n'était que de la lâcheté déguisée en neutralité. 3 ans plus tard, Sarah était sur la scène principale de TEDx Global, partageant son histoire avec un public de millions de personnes. Les préjugés se nourrissent du silence, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant dans l'auditorium bondé. Non pas parce que les victimes ne s'expriment pas, mais parce que les témoins choisissent de ne pas écouter. Victoria, qui regardait la scène depuis son petit appartement, a finalement réalisé l'ampleur de ce qu'elle venait de déclencher. Il ne s'agissait pas seulement d'une gifle ou de commentaires cruels, mais de tout un système de privilèges et d'exclusion que Sarah avait exposé avec une précision chirurgicale. Les tentatives de Victoria pour obtenir de meilleurs emplois étaient constamment contrecarrées lorsque les employeurs découvraient son identité grâce à de simples recherches sur Google. Son nom est devenu synonyme d'intolérance, une marque qui la suivra toute sa vie. Même ses anciens employeurs domestiques ont refusé de fournir des références positives. L'héritage de cette nuit au Metropolitan Museum transcende la vengeance personnelle. Sarah avait transformé son humiliation en un mouvement qui a modifié les politiques publiques, créé des opportunités éducatives et inspiré toute une génération à affronter les préjugés partout où ils se trouvaient. La meilleure vengeance, a conclu Sarah dans son discours TEDx, n'est pas de détruire ses oppresseurs, mais de construire un monde où l'oppression devient impossible. David, qui observait la scène depuis les coulisses, souriait fièrement. Sa femme avait transformé la haine en espoir, la discrimination en opportunité et l'injustice en un héritage de changement social durable. Victoria Whitmore avait tenté d'humilier une femme en raison de sa religion et de ses origines. En réponse, Sarah Goldstein a bâti un empire de tolérance et d'éducation qui profitera aux générations à venir. La différence entre détruire et construire n'a jamais été aussi claire. 5 ans après l'incident, lorsque Victoria voit de temps en temps Sarah à la télévision en train d'ouvrir une nouvelle école ou de recevoir des prix humanitaires, elle prend enfin conscience de l'ampleur de sa défaite. Elle n'avait pas seulement perdu de l'argent ou un statut social,
elle avait perdu l'occasion de participer à quelque chose de plus grand qu'elle.